Au fond. Est-ce que le micro marche? Est-ce que vous m'entendez tous? Ouais. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir ici tous avec nous ce matin. Je suis Yann Lerich, le directeur général de Getlink. Et nous allons entamer nos 5e rencontres du climat aujourd'hui. Vous le savez, ces rencontres, on les a créées il y a déjà quelques années dans le cadre d'un partenariat que nous avons lancé avec l'École d'économie de Toulouse. Je vois que Ouli est là dans la salle avec nous ce matin. L'objectif de ce partenariat avec l'École d'économie de Toulouse était de réfléchir aux actions que pouvaient mettre en œuvre les entreprises pour se décarboner de façon efficace. C'était l'efficacité qui nous tenait à cœur et qui nous tient encore à cœur aujourd'hui. Ces travaux ont été extrêmement riches, nous ont amené à créer une chaire avec toujours la TSE, chaire qui porte sur le même thème, les actions efficaces à mettre en œuvre contre une entreprise qui veut se décarboner, et puis à partager un certain nombre de nos travaux, de nos conclusions avec vous au cours de ces rencontres du climat. Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur l'inaction climatique, quel risque pour les entreprises. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin 2 brillants économistes, Anne-Sophie Alsif. Anne-Sophie qui va nous apporter un regard à 360 degrés, un regard public, un regard privé, un regard politique, puisqu'elle a à la fois travaillé dans le privé, dans un fonds d'investissement notamment, dans le public à différents endroits, mais notamment à France Stratégie, regard politique parce qu'elle a été aussi en cabinet ministériel, et puis voilà, aujourd'hui elle est chef économiste de DBO et elle est aussi professeure des universités en économie à Paris 1. Nous avons également la chance d'avoir Christian Gaulier ce matin. Alors, Christian Gaulier, avec qui nous avons lancé tous ces travaux il y a maintenant 5 ans, créé cette chaire. Il a été le premier intervenant dans ces rencontres du climat. Christian Gaulier est un spécialiste de l'économie climatique depuis de nombreuses années. Il a écrit plusieurs ouvrages sur leur sujet. Il a participé aux travaux du GIEC. Il a écrit le chapitre concernant le climat du rapport Blanchard-Tirole qu'avait commandé le président Macron en 2020. Et maintenant, il continue ses recherches sur le climat et il est aussi professeur au Collège de France. Alors, le thème que nous avons choisi ce matin, évidemment, n'est pas sans rapport avec le dernier livre de Christian, alors dont quelques exemplaires sont ici, Économie de l'inaction climatique. Alors, pour partir lancer dans nos discussions, ce qu'on va faire, c'est que Vincent Ducrot, qui est le directeur RSE et développement durable du groupe et qui va animer la discussion ce matin, va commencer par nous expliquer la thèse que défend Christian dans son livre avant d'ouvrir les discussions. Voilà, Vincent, la parole est à toi. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de co-animer ces rencontres du climat. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas partir du principe, et totalement exclure en tout cas, que tout le monde ici n'a pas parfaitement en tête les 450 pages de votre ouvrage, cher Christian. Et donc, il n'est peut-être pas complètement inutile de rappeler quelques messages forts de cet ouvrage. Alors, votre livre est conçu, vous le dites vous-même, en écho à celui de 2019, Le climat après la fin du mois, qui avait pour objectif principal d'expliquer pourquoi la tarification du carbone est au cœur des recommandations de la plupart des économistes à propos du problème climatique. Les critiques reçues sur ce livre ont porté sur le peu d'acceptation sociale de la taxe carbone, mais peut-être plus fondamentalement sont-elles le fruit du refus d'accepter que la transition énergétique implique pour tous des sacrifices de confort et ou de pouvoir d'achat. Vous avez donc choisi de poursuivre l'argumentation en démontrant cette fois que finalement, pour mimer Churchill, la tarification carbone était bien la pire des solutions à l'exclusion de toutes les autres. Et donc, vous entreprenez de manière méthodique l'analyse de toutes les stratégies alternatives sur lesquelles nous pourrions compter pour atteindre les objectifs de net zéro en 2050 que nous sommes collectivement fixés. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de l'argumentaire sur ces stratégies alternatives, mais j'invite notre auditoire à les retrouver d'ailleurs détaillées et illustrées dans votre livre. Mais quand même, en quelques mots. Vous analysez tout d'abord l'option consistant à se reposer sur les gens de bonne volonté, les entreprises, les ménages, mais aussi les individus. Vous les appelez les héros climatiques, qui vont bien au-delà des activistes d'ailleurs. Et pour vous, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Importance des sacrifices à réaliser,
dimension mondiale du changement climatique et tragédie des horizons, c'est-à-dire devoir faire des efforts à court terme pour éventuellement des gains à long terme. Ensuite, la tentation d'un État planificateur, centralisateur et stratège que vous nommez le Léviathan écologique. Alors, un avatar de ce Léviathan, c'est la stratégie nationale bas carbone, mais c'est aussi le Shift Project, selon vous. Vous reconnaissez certes le besoin d'un État fort, démocratique, pour réguler les marchés. Vous dites d'ailleurs que le changement climatique est bien la plus grande défaillance de ce marché. Mais encore faut-il que cet État planificateur écologique le fasse de manière éclairée et agisse pour l'intérêt général. Ce qui vous semble peu probable, pour des raisons techniques que je ne reprends pas maintenant, et aussi peu souhaitable si on souhaite conserver la démocratie libérale. Troisième solution illusoire, tout en étant sceptique sur le concept de croissance verte, vous montrez votre désaccord avec une obligation de décroissance générique. Vous argumentez que ce n'est pas faisable à l'échelle d'un seul pays et que ne conduit finalement qu'à des coûts cachés. Un petit calcul traduit l'arrêt forcé de la consommation lors du Covid à 3 700 € la tonne de carbone. Alors, sans parler de la manière d'y arriver, soit très coercitive, soit par des restrictions quantifiées qui risquent d'être contournées par les plus riches. Ainsi, vous lui préférez une tarification carbone encourageant une sobriété ciblée sur les produits carbonés. Vous réglez rapidement son compte à la solution consistant à réduire à la source les énergies fossiles. On peut dire la fermeture forcée des robinets des majors, pour le dire autrement. Le rationnement conduirait évidemment à une hausse phénoménale des carburants à l'échelle mondiale. Et même si l'effet est peut-être identique à une taxe carbone, en tout cas, les revenus n'iraient pas irriguer les finances publiques, mais justement les États pétroliers. La solution des subventions également et de la dette publique est ensuite abordée, la fausse bonne idée de ce que vous appelez un Crésus vert, où le problème de l'acceptabilité est facilement résolu en reportant le fardeau sur les générations futures qui justement ne peuvent pas s'exprimer et qui d'ailleurs seront peut-être dans des positions moins favorables que la nôtre. Enfin, vous montrez aussi avec une profondeur historique les risques de ne se fier qu'au génie techno-solutionniste, alors que je ne les développe pas ce matin. Donc face à toutes ces approches alternatives, vous insistez sur la nécessité de trouver un mécanisme coût-efficacité pour sélectionner les actions les moins sacrificielles. On l'a compris, la tarification du carbone est pour vous le meilleur système d'allocation des efforts à moindre coût collectif, avec une capacité à atteindre le résultat climatique de façon socialement juste, grâce à une redistribution du revenu fiscal vers les plus modestes. Mais alors, quel coût poser à cette tarification du carbone ? En théorie, l'optimisation économique du système n'est atteinte que si le coût marginal de l'abattement d'une tonne de carbone, c'est-à-dire le coût de l'action climatique, est égal au dommage évité par cet abattement, le coût de l'inaction climatique. Ce coût pivot s'appelle la valeur sociale du carbone et devient un critère de discrimination quantitatif et précis pour décider ou non d'une action. En d'autres termes, un test de désirabilité sociale. Alors, si on ne choisit pas les bonnes actions au regard de cet étalon, on risque en effet de dépenser 2 fois, 3 fois plus que le vrai coût sociétal indispensable à la transition. Vous dites que cette valeur ne dépend que de 2 choses, l'ambition climatique d'une part et le coût des technologies disponibles, aujourd'hui ou tout au long de la trajectoire de décarbonation. Alors, pour ce coût social du carbone, on pourrait éventuellement considérer le coût des dommages, le coût de l'inaction. Mais vous soulignez à quel point il est difficile à estimer dans une approche nécessairement multisystémique, c'est-à-dire il y a des effets physiques, des coûts des ressources, des conséquences des migrations, etc. Vous reprenez d'ailleurs à votre compte de nombreuses critiques émises sur les modèles climatiques, même celui de Nordhaus, et leurs fortes incertitudes. Les fourchettes sont larges, le rapport Stern évoquait déjà entre 5 et 20% du PIB, et des évaluations plus récentes entre 15 et 22. Dans tous les cas, c'est pour vous trop fragile pour fonder une action climatique efficace. Alors vous repartez donc sur les coûts d'abattement au regard des technologies actuelles et prévisibles, en cohérence avec les travaux de la commission Quinet, qui a récemment réévalué la valeur de l'action climat à 250 € la tonne de carbone en 2025. Dit autrement, si toutes les actions de décarbonation que l'on sait être de coût inférieur à 250 € la tonne sont mises en place maintenant, alors la réduction des émissions sera de 55% en 2030. Alors vous expliquez également que ce coût doit augmenter avec le temps, et d'autant plus qu'on se rapproche de la cible. L'augmentation pertinente s'établit à 3,5% par an, soit 300 € la tonne en 2030, 600 en 2050, à supposer que l'extrapolation de ce taux vale encore à cet horizon. Ce taux d'actualisation n'est effectivement pas anodin. Plus le taux est élevé, le sous-jacent implique une grande confiance dans la capacité des technologies à baisser leurs coûts, plus le prix carbone qu'on s'impose aujourd'hui est bas, et donc plus l'attentisme climatique est fort.
Ainsi, je vous cite, « Non, tout ce qui est vert n'est pas absolument intrinsèquement désirable ». Concrètement, cela reviendrait donc d'ici 2030 à recommander par exemple de remplacer les chaudières au fioul ou à gaz par des pompes à chaleur, mais ne pas viser l'e-kérosène, ne pas baisser la vitesse sur autoroute à 110 km/h, dont les coûts sociétaux dépassent de loin cette valeur pivot. Alors, pour enrichir le regard sur ces questions, nous capterons la perspective des entreprises avec Getlink, bien entendu, mais aussi celle des clients que vous accompagnez, Anne-Sophie Elsif. Et vous nous proposerez également une autre perspective avec des transformations profondes et complémentaires à l'œuvre dans d'autres géographies. Mais restons d'abord sur le cœur de l'ouvrage avec vous, Christian. Et peut-être une première question, dans le panorama que j'ai rappelé, je n'ai pas trop détaillé votre point de vue sur le levier de la finance durable, qui peut peut-être intéresser notre auditoire ce matin. Alors, est-ce que vous voulez bien revenir sur ce que vous pensez de la capacité de cette finance durable à agir pour le climat ? Merci, bravo, 19 sur 20, hein, franchement. Juste une petite limitation. Ce n'est pas impossible qu'on doive passer par la case décroissance pour atteindre les objectifs de décarbonation que l'Europe s'est fixés. L'avenir nous dira, ça dépendra des progrès technologiques pour baisser les coûts d'abattement. Si les innovations ne sont pas au rendez-vous, il faudra faire monter le prix du carbone au-dessus de 600 €, il faudra monter peut-être à 1000, à 1500. Et là, évidemment, le e-kérosène, par exemple, sera très, très cher. Enfin, les alternatives au e-kérosène seront très chères, mais le e-kérosène est très cher à produire. Donc, la sobriété fera partie de la solution. Et derrière la sobriété, il y a ce mot de décroissance. Oui, donc, effectivement, je parle spécifiquement à différents endroits de la finance verte dans le livre, parce qu'il intervient dans les différents chapitres que vous avez brièvement présentés. Qu'est-ce que c'est que la finance verte ? La finance verte, c'est réduire l'accès aux capitaux pour les entreprises qui sont les plus brunes, ou améliorer l'accès aux capitaux pour les entreprises les plus vertes. Ça n'a pas, dans une économie du marché, ça n'aura pas comme résultat de limiter le capital disponible pour les uns et les autres. Ça va juste augmenter le coût du capital pour les entreprises brunes et baisser le coût du capital des entreprises vertes. Et là, effectivement, il y a un levier, puisque si les entreprises ont la capacité, par leurs actions vertes, de réduire le coût du capital, ça augmente leur profitabilité, donc ça augmente comment dire, peut-être baisser les prix de leurs produits et donc inciter les consommateurs à acheter ces produits verts, etc., etc. Donc c'est bien un mécanisme de prix, c'est bien un mécanisme incitatif pour que les entreprises, à travers cette incitation, cette carotte des marchés financiers offrant un coût du capital plus faible pour les entreprises plus vertes, soient incitées à réduire leurs émissions de CO2. Donc là, et en particulier, ça demande évidemment une comptabilité carbone transparente et efficace qui peut rester assez compliquée, en particulier quand on a des chaînes de valeur qui sont très longues et qui ont, voilà, en absence de tarification du carbone ailleurs, en absence de réglementation de comptabilité carbone ailleurs, ça peut être assez compliqué. Mais donc voilà, réduire le coût du capital pour les entreprises les plus vertes, c'est une incitation. Et ça marche. Et on voit effectivement que sur les marchés financiers, grâce à l'action de financiers verts, de financiers responsables, on réduit l'accès au capital des entreprises les moins responsables. Et donc, on obtient un résultat. Néanmoins, ce différentiel de coût du capital entre les entreprises vertes et brunes reste assez faible aujourd'hui. Et si vous vouliez, si je reprends, j'espère que je pourrai vous citer de votre texte qui est un résumé assez extraordinaire de ce que j'ai écrit, effectivement 450 pages. Si 250 € la tonne de CO2, c'est ce qu'il faudrait donner comme incitation à l'ensemble des acteurs de l'économie pour qu'ils intègrent la dimension de l'ambition climatique et au contraire le coût de l'inaction climatique. 250 € la tonne de CO2, c'est la carotte qu'il faudrait offrir. Alors, la solution la plus simple, c'est de faire un prix du carbone, une taxe carbone, un marché de permis d'émission. On n'y arrive pas, en particulier en dehors de l'Europe. Donc, la carotte, si c'est par le coût du capital, on peut réfléchir à quel différentiel de coût du capital il faudrait que les financiers verts parviennent à mettre en place sur un marché financier pour donner l'incitation équivalente à 250 € la tonne de CO2, cette taxe carbone que nous ne parviendrons pas à mettre en place, au moins sur le court terme. Et là,
En fait, quand vous faites les calculs, et je fais quelques calculs de comptable dans le livre, on est à des différentiels de taux d'intérêt de 2, 3, 4, 5, 10, 15%. Sur la sidérurgie, c'est pratiquement 100%. Il faudra un coût du capital qui est, au lieu de 3%, de 103%, pour donner la même incitation pour les sidérurgistes à décarboner leur système de production plutôt qu'une taxe carbone à 250 €. Il faudrait ça. Et donc, on n'y est pas du tout. Donc, la finance verte fait partie de la solution, mais elle ne peut être en aucun cas la solution en tant que telle. Alors, pour terminer juste sur ce point-là, ayons bien en tête aussi que pour atteindre ces objectifs, il faut des financiers verts qui acceptent une rentabilité relativement plus faible de leurs actifs sur le long terme. Alors, effectivement, il peut y avoir un scénario où les États dans le monde parviennent à imposer des pénalités fortes aux entreprises les plus brunes et donc offrir une rentabilité aux investisseurs qui, dans le passé et aujourd'hui encore, ont investi dans ces activités vertes qui vont devenir plus profitables parce qu'on aura pénalisé les concurrents bruns. Mais ça, c'est pas sûr que ça va se passer. Donc, la finance verte, c'est aussi un pari sur l'émergence future d'une politique verte ambitieuse au niveau mondial. Mais ayons bien en tête que le coût du capital des entreprises, ce n'est que le revers de la même pièce, d'une pièce qui est au verso, il y a la rentabilité du capital des entreprises. Et donc, si l'objectif est de baisser, d'augmenter le différentiel entre le coût du capital des entreprises brunes et le coût du capital des entreprises vertes, c'est aussi accepter de baisser la rentabilité relative des actifs verts par rapport aux actifs bruns. Et là, vous voyez bien que le sujet de la responsabilité des investisseurs devient un vrai problème. Et donc, le discours consistant à dire on va être responsable, on va en plus avoir une responsabilité, on va être responsable, mais en plus, on va avoir de la rentabilité, c'est un discours qui est compliqué parce que si vous voulez plus de rentabilité, c'est aussi, derrière, c'est aussi avoir une exigence au coût du capital plus élevée, alors que la finance verte a un discours qui veut dire exactement l'inverse. Merci Christian. Alors effectivement, donc, on ne peut pas compter que sur le levier de la finance durable. Vous évoquez aussi celui donc, des héros climatiques qui ne sont pas suffisants non plus. Et l'un de ces héros climatiques, c'est Getlink. Alors honoré d'une citation dans votre livre, à l'occasion de nos efforts de décarbonation et du prix interne du carbone que nous avons mis en place. Mais vous pointez quand même certaines limites dans l'impact des actions climatiques, notamment que celles que Getlink peut entreprendre. Alors, il y a une question simple et tu es aligné exactement avec ce que Christian écrit là-dessus. Alors effectivement, Christian explique que l'action climatique a un coût, que l'inaction climatique a un coût supérieur, et qu'il est donc important de réussir une transition énergétique efficace pour être dans la catégorie du moins de coûts. Pour y arriver, il y a beaucoup de leviers qui ont été mentionnés, que tu as cité, Vincent, brillamment, avec un 19 sur 20. L'un d'entre eux est l'action des héros climatiques. Alors, les héros climatiques, c'est quoi, selon Christian? Ce sont des gens qui font un peu plus que les autres et qui, par leur comportement exemplaire, font ce qu'il faut pour rentrer sur le chemin de décarbonation, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement en tant que société. En Europe, le plan Fit for 55, et puis à plus long terme, une ambition net zéro. Et c'est l'idée que ces gens, ces entités, ces entreprises exemplaires, par leur exemplarité, par leurs actions, vont faire effet boule de neige, vont entraîner les autres et peu à peu vont réussir à convaincre l'ensemble de nos sociétés à agir de la même façon. Alors Christian explique que ça a des limites, et les limites, c'est que malheureusement, il y a sur cette planète beaucoup de passagers clandestins, parce que si je fais des efforts climatiques, ça aura évidemment un coût, et le bénéfice qu'on en tire pour la planète profite à tout le monde, et que donc il y a une certaine forme de rationalité à ne rien faire, à attendre que les autres fassent un effort, puisqu'effectivement, chaque effort profite à tout le monde, alors que moi, je ne profite pas plus, même si je l'ai fait. Bon. Je partage la conclusion qui est que ce que nous faisons, effectivement, et merci de nous citer dans les héros climatiques, a ses limites. Évidemment, on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire, exactement pour ces raisons, parce qu'on a face à nous d'autres entreprises, des concurrents, qui se comportent en passagers clandestins climatiques. Je donne un exemple assez simple, qu'on a déjà cité ici. Parmi les services que nous offrons chez Getlink, il y a ceux d'Eurotunnel de traversée de la Manche. Une voiture qui traverse avec nos trains émet 73 fois moins de CO2 qu'une voiture qui traverse avec un ferry. Si parce que nous allons trop loin dans nos ambitions climatiques, nos prix augmentent trop, on va perdre des clients.
l'effet prix, et ces clients qui vont aller chez les ferries vont beaucoup polluer, et donc ce sera ni bon pour nous, ni bon pour la planète. C'est perdant dans les deux sens, et donc évidemment, nos actions, pour ces raisons-là, ont des limites. Alors, la vraie question, à mon sens, est-ce que c'est une raison pour ne rien faire ? Et là, je pense que non, qu'il faut continuer à agir, qu'il faut continuer à garder notre position, alors sans aller trop loin, pour au moins 3 raisons. D'abord parce qu'en Europe, des décisions concrètes ont déjà été prises et des actions mises en œuvre. Le marché ETS, par exemple, le marché de quotas d'émissions de carbone, existe, est bien en place et touche un certain nombre d'entreprises. Et donc, il y a déjà un coût du carbone et donc des actions qui sont rationnelles à mettre en œuvre quand les coûts d'abattement sont en dessous des coûts de ce marché. Chez nous, concrètement, on le voit bien, je parlais du marché ETS et de nos concurrents ferry sur le transmanche. Nos concurrents payent déjà environ une dizaine d'euros par traversée qu'ils offrent pour les raisons que je viens d'expliquer, parce qu'ils sont soumis au marché ETS alors que nous ne le sommes pas. Donc évidemment, pour eux, il y a un surcoût et donc une incitation à chercher les bonnes actions de décarbonation. Donc ça, c'est réel et il faut s'en occuper. Deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer à être très actif, c'est que tous les mécanismes qui sont mis en place sont malheureusement pour beaucoup imparfaits. Sur le marché ETS, on le voit bien, les entreprises européennes y sont soumises et sont moins compétitives sur les marchés internationaux parce qu'elles payent leur carbone, d'où la création du mécanisme CBAM aux frontières pour rétablir une certaine level playing field, une certaine équité avec les entreprises internationales, mais on voit que ces mécanismes ne sont pas du tout aujourd'hui au point. Le CBAM touche qu'un certain nombre de produits assez limités, et voilà, qu'il y a des réflexions pour aller plus loin. Ces réflexions sont nécessaires. Si les entreprises qui sont soumises ne s'y intéressent pas, on peut être assez inquiet sur la compétitivité européenne. De la même façon, on avait cité ici aussi ce que propose comme trajectoire de décarbonation les agences de notation extra-financière, qui sont aussi hautement imparfaites. Et d'ailleurs, ça a été la raison première pour laquelle on est allé voir l'économie de Toulouse au départ, parce que si nous suivons ce que nous proposent ces frameworks, ce serait à la fois mauvais pour le climat et mauvais pour Gatling. Alors je ne reviens pas dessus, vous regarderez le replay de la première session, mais on voit bien qu'il faut se battre, et que si on n'est pas solide sur ces deux jambes, évidemment, on est amené à faire n'importe quoi pour une notation extra-financière. Et ça, je pense que c'est le minimum des choses à faire, refuser ce constat. Et puis, dernier point, on le voit bien, on est en période de haute incertitude. Sur les questions climatiques et puis plus généralement, l'environnement économique, politique nous amène son lot de mauvaises nouvelles tous les jours. Et donc on peut se poser la question, y compris de la politique européenne climatique demain, est-ce qu'elle va continuer comme elle l'est, pas certain, etc. Et que très probablement, en forte période d'incertitude, quelles que soient ces incertitudes, l'inaction n'est pas la bonne méthode. Je pense que beaucoup d'entreprises font ce qu'on fait nous, c'est-à-dire des scénarios. On essaie d'imaginer le futur dans toute sa complexité et de réfléchir à quelles sont les bonnes actions qui nous protégeront, quel que soit le futur. C'est de la gestion des risques, comme on doit faire dans les entreprises, parce qu'on est là pour durer dans le temps et que cette inaction, évidemment, est orthogonale à la durabilité dans un monde incertain. Anne-Sophie Alsif, donc Yann vient de rappeler la continuité de notre action climatique. En tant que chief économiste de BDE, est-ce que vous voyez chez les entreprises que vous accompagnez un abandon, un retrait? Est-ce qu'on est isolé dans cette constance? Et puis plus largement, voyez-vous des tendances différentes sur les zones géographiques en dehors de l'Europe? Oui, complètement. Merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que ce qui est très intéressant, on l'a dit, le climat, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise? Il y a une autre question qui est, bien sûr, que font nos concurrents? Et surtout les deux principaux blocs qui aujourd'hui s'affrontent dans une nouvelle guerre froide au niveau international. Et bien sûr, pour ne pas les citer, la Chine. Donc moi, j'ai écrit en effet un ouvrage sur le protectionnisme, alors vous allez me dire qu'il est de nouveau d'actualité. Et donc ce que j'ai essayé de regarder, c'est vraiment la stratégie qu'a mis en œuvre la Chine depuis 2001, son entrée au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Son objectif était très clair, un objectif de planification sur 50 ans, de devenir un leader industriel sur les biens et services, mais surtout les biens stratégiques, dont on allait avoir énormément besoin, pas que pour la transition, et donc de créer une politique et une vision d'investissement sur 50 ans
pour être un leader de la transition écologique. Alors, la première raison, c'est parce qu'ils en avaient besoin. Je pense que certains d'entre vous sont allés à Shanghai, Pékin, bon, c'était absolument indispensable. Vous y allez aujourd'hui, c'est juste incroyable. Donc, pour juste des raisons de santé publique, ils avaient besoin, en effet, de ces transitions écologiques. Et donc, toute leur vision, leur scénario, c'était de se dire, on rentre dans l'Organisation mondiale du commerce, on va abreuver le monde de nos produits pas chers, le monde entier va les acheter puisque les pays occidentaux sont obsédés par leur pouvoir d'achat et la consommation de masse. Avec ces surplus, je vais réinvestir massivement chez moi et je vais investir dans la décarbonation. Et comme j'ai des milliards et des milliards d'investissements que j'ai, parce que justement je suis le roi du monde en termes d'industrie, eh bien je vais pouvoir massivement investir dans certains secteurs, donc bien sûr les voitures électriques, les semi-conducteurs, les panneaux solaires, enfin tous ces éléments qui vont être absolument centraux, et je vais prendre 90% des parts de marché. Quand vous avez 80-90% de parts de marché sur ces biens-là, qu'est-ce que vous faites? Vous édictez les normes. Et vous dites, très bien, si vous voulez rentrer sur le marché, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il se trouve que la Chine l'a fait, et quand elle dit il faut avoir telle ou telle norme, il n'y a que elle qui est en capacité de les fournir. Donc c'est pour ça que c'était une stratégie qui était excessivement efficace, et aujourd'hui, la Chine investit massivement dans la transition écologique. Elle n'a pas du tout arrêté, et quand vous regardez son plan de réindustrialisation à 2049, elle investit encore des dizaines et des dizaines de milliards dans la transition. Donc il n'y a pas du tout d'arrêt pour la Chine. Son but, c'est vraiment d'être un des leaders dans l'énergie décarbonée pour bien sûr concurrencer les États-Unis, mais pas que. Et là où la Chine, à mon sens, a été très intelligente, et nous, en effet, on a ces débats, et à mon sens, c'est pour ça que l'Europe l'est beaucoup moins, c'est que nous, on se pose ces questions sans se dire, mais où on est dans les chaînes de valeur et dans notre industrie. On veut se décarboner, et là où on est bon, c'est dans la machine-outil, très polluant, l'automobile thermique, très polluant, la chimie, la métallurgie, l'agroalimentaire. Que des secteurs qui polluent beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un marché avec énormément de normes de transition. Donc là, c'est génial, on est tout à fait d'accord. Mais comme on ne produit pas, on n'est pas sur les secteurs qui sont capables de répondre à cette transition écologique, qu'est-ce qu'on fait? On importe tout de l'étranger. Et notamment de quel pays? De Chine. Donc aujourd'hui, on a vraiment regardé dans les calculs. Vous avez bien sûr les secteurs, vous connaissez, automobiles, etc. Mais par exemple, dans la santé, dans les médicaments, dans l'industrie pharmaceutique, surtout depuis le Covid, vous avez une pénétration des produits chinois décarbonés plutôt haut de gamme, très, très, très offensifs, et qui prennent un maximum de parts de marché et qui répondent aux normes du marché européen. En tout cas, on parle beaucoup de Chine, mais il n'y a pas que Chine. Dans plein d'industries, ils ont la capacité de s'adapter et de répondre aux normes européennes de décarbonation. Et donc, là aussi, on se disait, très bien, on va décarboner en Europe, on utilise le non tarifaire, donc la norme écologique pour protéger nos marchés. On voit que des concurrents comme la Chine ont aujourd'hui les moyens de s'adapter à nos normes. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour protéger notre marché? Nous dire, très bien, on veut décarboner, mais aussi en faire profiter l'industrie européenne. Je rappelle, l'industrie automobile en Europe, tout confondu, c'est 14 millions d'emplois. Donc, c'est quand même important, c'est pas secondaire. Et c'est ça le sujet, c'est que, à mon sens, il faut penser tous ces sujets, mais il faut toujours penser quelle est l'offre industrielle que l'on a également sur son territoire pour pouvoir que le continent utilise la décarbonation et la transition écologique comme une opportunité économique. Et à mon sens, c'est ce qu'a très bien fait la Chine. Alors bien sûr, c'est pas le même régime, on ne peut pas comparer, etc. Mais c'est exactement ce que font les États-Unis. Les États-Unis aussi, on a regardé sur les énergies alternatives. Vous regardez sous Obama, Biden et même Donald Trump, malgré tous ces tweets, vous continuez d'avoir de l'investissement dans l'éolienne, dans le solaire. Ça ne s'est pas du tout arrêté malgré ce que l'on peut entendre. Pas du tout. Parce que l'idée, c'est toujours avoir de l'énergie décarbonée. On en a besoin pour l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et donc, il y a des programmes sur 20-30 ans pour avoir accès à cette énergie décarbonée, pour financer l'intelligence artificielle. Et donc, la grande différence de l'Europe par rapport à la Chine et les États-Unis, c'est que Chine et États-Unis, ils accompagnent la transition écologique et la décarbonisation en se basant sur un projet industriel. Nous, on pense la décarbonation et après, on se dit comment on va adapter notre industrie. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que ce sont les faits et que le problème, comme ça a été dit, c'est qu'on peut vraiment avoir un problème de compétitivité et aussi qui ne soit pas forcément positif pour le climat, puisqu'en effet, si on importe massivement des produits chinois ou autres qui ont un bilan carbone désastreux, ce n'est pas non plus positif et c'est ça qu'on le souhaite fortement. Donc c'est, à mon sens, beaucoup plus ça l'interrogation que l'on doit avoir.
D'accord. Et du coup, à travers la façon dont réagissent ces mastodontes, là, en particulier sur le continent chinois, est-ce que vous voyez des impacts d'action des entreprises que vous accompagnez vis-à-vis de ces risques climatiques, avec une réflexion un peu similaire par rapport à cette chaîne de valeur que vous venez de décrire? Complètement, hein, surtout depuis le Covid, il y a vraiment l'objectif pour les entreprises industrielles de maîtriser le plus possible toute leur chaîne de valeur. Sur la transition écologique, par exemple, des exemples, c'est maintenant, hein, c'est assez étonnant, on a des demandes de prévisions macroéconomiques sectorielles à 2060, à 2070. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui sont beaucoup plus planificatrices que les services publics ou que l'État. Par exemple, dans le secteur des cosmétiques, hein, pour ne pas le citer, on a énormément de demandes parce qu'on voit que beaucoup de ces secteurs de la beauté se basent sur des plantes ou sur des végétaux qui peuvent disparaître avec la transition écologique. Et donc, sur 20-30 ans, ça peut être des coûts qui peuvent être multipliés par 2 ou 3, ou parce que la matière première n'existe plus, ou que lorsqu'elle existe, pour y avoir accès, ça va être des coûts qui vont être beaucoup, beaucoup plus chers. Donc ces entreprises-là, aujourd'hui, avec ces plans, et de l'impact de la transition écologique, eh bien, elles travaillent complètement de dire je vais planter ou je vais essayer d'acheter des parcelles dans tel ou tel pays plus proche de mon consommateur. Ces parcelles, je vais les acheter et je vais, par exemple, planter tel ou tel plant, tel ou tel arbre. Et donc, dans 20 ans, quand j'aurai plus accès à la matière première d'un pays très lointain, j'aurai accès à cette matière-là. Donc là, on voit qu'énormément d'entreprises sont dans ces objectifs-là et se projettent. Pareil, il y a une autre industrie, hein, les moteurs d'avion, peut-être que vous voyez de qui on parle, qui se projette là aussi sur le trafic aérien. Nous, on avait beaucoup eu ça avec le Covid en disant plus personne ne va prendre l'avion, c'est fini, décarbonation, voilà, plus personne. Donc nous, on avait dit chez BDO, le trafic va reprendre beaucoup plus et de plus 25%. Bon, ça a été 23,2, voilà, on n'était pas loin. Alors déjà, quand vous avez une privation, ça a été dit, vous avez toujours un effet surconsommation, voilà, ça on le voit à chaque fois, donc on était très très loin de la décroissance. Et là aussi, pourquoi on a des prévisions pour ces entreprises à 20-30 ans ? C'est parce qu'ils savent qu'avec la transition écologique, on va sûrement avoir une taxe sur le kérosène, on va sûrement avoir un accès plus limité aux hydrocarbures pour tout ce qui est transport aérien, et donc d'avoir une prévision à 20 ans pour une entreprise qui vit beaucoup de la maintenance des moteurs d'avion, donc en fonction du nombre d'avions qui en vol, elle calcule son chiffre d'affaires, elle est obligée d'avoir des prévisions de trafic aérien dans le cadre de la décarbonisation à 20 ans, pour juste faire son business model sur 20 ans et donc prévoir ses investissements. Donc on voit que l'industrie est aujourd'hui le premier acteur de la planification écologique parce qu'ils n'ont pas le choix, vu les investissements qu'il va leur falloir mettre en œuvre. Et avec peut-être une dernière question avant de repasser à Christian, vous arrivez à quantifier ce surcoût pour les entreprises de cette soit la réorganisation des chaînes de valeur ou au contraire le risque qu'ils anticipent? Oui, complètement. Alors pourquoi ? Parce que déjà on utilise beaucoup de données historiques. Et comme je le dis toujours, les humains répètent toujours les mêmes erreurs, donc c'est assez facile. Alors c'est plus ou moins important, donc on le quantifie plus ou moins. Donc ça c'est bien. Et puis l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la data, l'intelligence artificielle, on a quand même des données plus précises de prévision. On se base aussi beaucoup sur des données macroéconomiques comme le revenu, comme la démographie, qui sont quand même des choses où on a de bonnes prévisions assez robustes. Et donc, on peut prévoir un petit peu quel sera le revenu moyen, quelle sera la proportion de la classe moyenne, donc la possibilité de prendre plus l'avion. On peut faire quand même des projections comme ça à moyen long terme. Bon, c'est pas à la virgule près, mais en tout cas, ça donne des estimations. Encore une fois, c'est ce que font les pays. J'ai parlé de la Chine, c'est ce que font aujourd'hui les entreprises. Donc, à mon sens, pour avoir une transition réussie, il faut vraiment avoir une planification des objectifs environnementaux en lien avec l'industrie et avec le projet industriel. D'accord, merci beaucoup. Christian, vous orientez beaucoup la focale évidemment sur la tarification du carbone dans votre ouvrage, mais vous soulignez aussi que ça ne va pas sans quelques obstacles concrets, la connaissance des vrais prix, le risque d'asymétrie d'information notamment. Au-delà de cette tarification, n'y a-t-il pas également d'autres solutions complémentaires qui ont pu montrer leur efficacité ? À ce titre-là, que penser du normatif ou de l'innovation notamment? Vous les abordez d'ailleurs dans la contribution du rapport Tirole-Blanchard qu'a mentionné Yann. Oui, d'abord, peut-être, et c'est en lien avec la rebondir. question réaction rapide sur le cas de la Chine et comparaison avec les États-Unis et l'Europe. C'est vrai que l'outil du prix du carbone, en particulier quand on utilise un système de marché de permis d'émission,
les entreprises, elles doivent prendre des décisions stratégiques d'investissement sur des horizons de 10, 20, 30, 40 ans. Et Getlink, évidemment, est bien placé pour, pour constater ça. Et donc, c'est pas le prix du carbone aujourd'hui qui détermine les décisions des entreprises de décarbonation. C'est vraiment les perspectives d'évolution des prix sur ce marché à 10, 20, 30 ans. Et là, c'est vrai que autant le pouvoir communiste chinois pouvait imposer des choses aux entreprises en disant on va aller là et on peut vous garantir qu'on y arrivera et qu'il faudra et que quel que soit le coût, on ira là. Autant l'instrument de tarification du carbone et compte tenu des ambiguïtés sur la vraie ambition climatique européenne, quand même, le backlash climatique, il est là depuis un an ou deux, mais quand on reprend la perspective des 30 dernières années, on a quand même eu beaucoup d'incertitudes. Vous vous souvenez que le prix du carbone sur le marché ETS, il s'est traîné autour de 5 € pendant très longtemps. Donc on a eu beaucoup d'ambiguïté sur où l'Europe voulait aller. On reste beaucoup d'ambiguïté sur la réalité de l'ambition. Maintenant, on parle de 90% en 2040. Même 55% en 2030, c'est dans 4 ans et c'est phénoménal, quoi, le chemin qui reste à faire pour aller là. Quelle est la réalité quand on voit parce qu'on a pris des low hanging fruit, quoi. On a pris les choses les plus faciles à faire maintenant. On est confronté pour aller à 55%, on va devoir s'attaquer à des choses qui sont beaucoup plus coûteuses pour décarboner. Dans le premier chapitre de mon livre, d'ailleurs, que j'observe que vous avez bypassé pour le mettre à la fin, mais très bien, c'est le plus technique. Mais je pense que c'est aussi un élément important. Je pense que dans tous ces débats sur l'ambition climatique européenne ou mondiale, il y a un élément du débat qui n'apparaît jamais clairement, c'est le coût de la décarbonation. C'est le coût. On parle beaucoup du coût de l'inaction, oui, bien sûr. Et le coût de l'inaction est encore plus important que le coût de l'action. Mais le coût de l'action, il est quand même très élevé. Décarboner le secteur de l'acier, c'est probablement augmenter d'au moins 50% le coût de production, peut-être 100%. C'est pas trop, on va le savoir dans quelques années avec le développement en Suède d'une grande usine d'acier vert. Et peut-être ailleurs, mais voilà, donc il y a beaucoup d'ambiguïté. L'usage du marché de permis d'émission introduit beaucoup d'ambiguïté d'incertitudes sur le dos sur les épaules des entreprises, je pense que compte tenu de la versatilité du système politique européen, la crédibilité a jamais été très forte, et donc c'est pour ça aussi que les entreprises, elles n'ont pas pu faire ce que les Chinois ont fait. Enfin, il y a d'autres explications, bien entendu, mais le fait que l'instrument prix pose un problème de crédibilité, et pour ça, on peut faire des propositions. On peut, par exemple, faire la proposition que l'Union européenne délègue la problématique de la tarification, de la gestion du marché ETS à une autorité indépendante, comme elle l'a fait pour la Banque centrale au niveau monétaire. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus. Oui, donc dans mon livre, autant en 2019, mon livre Le climat après la fin des mois, j'avais un seul objectif, j'avais expliqué pourquoi la tarification du carbone est la solution, pourquoi j'ai écrit ce nouveau livre, parce que effectivement ça passe pas, et tout le monde me dit mais non, la tarification du carbone c'est socialement inacceptable, et vous l'avez dit, en fait la réalité c'est pas que les gens critiquent, les gilets jaunes critiquent pas l'instrument taxe carbone, ils critiquent l'idée de faire des sacrifices, et les solutions alternatives dont vous me demandez de parler, la norme, par exemple, les subventions, ça a aussi des coûts implicites, et ce n'est pas nécessairement en plus progressif que la taxe carbone. En particulier, si la taxe carbone ou le marché de permis, vous utilisez le revenu fiscal pour compenser les ménages les plus modestes, c'est un système c'est un système combiné qui permet à la fois de lutter contre les inégalités sociales et réduire les émissions de CO2. Mais soit, moi, je ne suis pas nécessairement contre les normes et les interdits si ces normes sont basées sur un calcul des coûts et des bénéfices. Et c'est là où le bas blesse. La réalité, quand vous regardez la subvention pour la voiture électrique de l'an dernier, de janvier 2025, où pendant un mois, on fait du leasing à un tarif extraordinaire qui coûte des 1000 et des cents par tonne de CO2 évité,
bon, c'est pas cette politique publique de subvention, elle n'est pas optimale. Il y a bien d'autres choses qui sont à faire, qui coûtent beaucoup moins cher à réaliser que par tonne de CO2 évité que celle-là. Je parle beaucoup dans mon livre je parle pendant 4-5 pages des 110 km/h sur autoroute, qui avait été une proposition qui avait été faite par la Convention citoyenne pour le climat. Quand vous regardez la réalité des coûts, en particulier du temps perdu et le bénéfice écologique qui est assez faible, parce que rouler à 110 km/h, ça réduit très très peu les émissions de CO2, ça réduit très très peu la consommation d'essence pour la voiture standard européenne. Faites le calcul, vous verrez ça. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez ça et faites-moi un petit mail. Et effectivement, j'ai beaucoup d'interactions sur ce sujet très précis qui couvre 1,5% de ce que je couvre dans mon livre. Mais j'ai plein de mails là-dessus en me disant, mais non, mais vous ne tenez pas compte de ça. Je dis, oui, si vous comptez ça, ça ne modifie que 3 centimes le truc. Mais bon, soit. Donc voilà. Et là aussi, c'est assez incroyable qu'avoir... Enfin, il a fallu une décision politique de dire non, on ne fera pas les 110 km/h sur autoroute, sans aucune justification fondée sur l'observation des coûts, quoi. Et ça, vous pouvez faire. Il y a des tonnes d'exemples de politiques climatiques en France et en Europe qui ont des coûts par tonne de CO2 évité beaucoup plus élevés que ce que Gatling peut faire en termes de réduction et de coûts, quoi. Donc voilà. Donc il y a un manque. Moi, j'ai pas d'opposition idéologique pour la planification, c'est-à-dire l'imposition de normes et d'interdiction de ceci ou cela. Il faut le faire de façon intelligente. Il faut justifier, il faut regarder, il faut absolument, pour l'acceptabilité sociale, il faut aller chercher les efforts de réduction des émissions de CO2 qui sont les moins coûteux par tonne de CO2 évité. Et ça n'est pas fait. Et donc, voilà, il faut corriger ça. C'est clair que la tarification du carbone ne parviendra pas à atteindre les objectifs parce qu'il y a des contraintes politiques qui font qu'on n'y arrivera pas. Hein. Rappelez-vous, par exemple, que le deuxième marché d'émissions qui va démarrer, alors il a été reporté d'un an, si j'ai bien compris maintenant, c'est le 1er janvier 2028, qui couvrira au niveau européen les mobilités et les résidentielles. Et le prix est bloqué à 45 € la tonne de CO2. Alors que sur le premier marché, il est déjà à 80. Donc il y a un vrai problème d'efficacité de l'allocation des efforts en Europe, même avec ce second marché. Donc on n'y arrivera pas avec une tarification du carbone. Donc bien sûr qu'il faut, et je l'ai dit déjà tout à l'heure pour la finance verte, il faut aller faire flèche de tout bois. Mais faire flèche de tout bois n'implique pas un relativisme intégral sur non, mais il faut tout faire et tout ce qui est vert est désirable. Vous m'avez rappelé ce que j'ai dit dans mon livre. Non, bien entendu pas. Il faut utiliser différents instruments, en plus de la tarification du carbone, la norme, en sachant que la norme, les interdits, c'est pas la panacée, parce que c'est aussi inacceptable socialement. Regardez les zones à faible émission, par exemple, qui ont été abandonnées, alors que c'est un super exemple d'interdit, quoi. C'est encore pire d'acceptabilité sociale que la tarification du carbone. Je vais laisser Anne-Sophie réagir là-dessus. Oui, allez-y. On reviendra sur l'innovation et les subventions à l'innovation. Juste rapidement, si je peux me permettre, je pense que vraiment la grande nuance et pourquoi l'Europe, à mon sens, se trompe, et vous l'avez très bien dit, c'est que si on pense et on conçoit la transition écologique comme un sacrifice, ça ne marchera pas socialement. Alors vous allez me dire, je suis peut-être négative, etc. Je travaille trop sur le pouvoir d'achat, donc ça me donne des œillères. Mais je ne pense pas que si on dit aujourd'hui en Europe, le projet de la décarbonisation, ce sera vous aurez moins accès à la consommation de masse, vous aurez moins de pouvoir d'achat, je pense que ça ne marchera pas et que certains partis politiques qui le font déjà utiliseront ça encore plus pour accentuer notre retard et pour augmenter notre dépendance technologique à d'autres puissances. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Pourquoi et vous dites qu'il y a d'autres instruments, et je suis étonnée que vous ne parliez pas d'un instrument qui s'appelle le protectionnisme, que mettent en place très bien les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et tous les pays depuis 15 ans. Il faut, et c'est possible d'avoir une transition sans qu'il y ait forcément ce sacrifice. En tout cas, les autres pays, notamment les États-Unis et la Chine, le présentent comme ça à leur population. Et ce qu'ils disent, c'est, voilà, vous avez une Tesla, en fait, vous avez un produit technologique, vous avez acheté quelque chose de nouveau, et en plus, vous polluez moins. Donc, le consommateur, on est d'accord ou pas, etc., il a l'impression d'être dans quelque chose de nouveau, dans un progrès.
Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important et que souvent en Europe, on a tendance à minimiser. Et c'est pour ça qu'à mon sens, on peut faire cette transition si on investit. Si on investit massivement. C'est ce que font vraiment la Chine et les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils localisent la production et parce qu'ils ont des industries qui sont leaders dans ces secteurs. La Chine aujourd'hui est leader, on l'a dit, dans les voitures électriques, dans les panneaux solaires, etc., a des revenus colossaux grâce à ça. Et grâce à ces revenus, elle investit massivement, ce qui lui permet d'avoir accès à sa population, en effet, à ces technologies vertes. Et donc, pour la population, de se dire j'ai accès à un progrès technique, donc je progresse. Je ne fais pas des sacrifices, mais au contraire, c'est l'inverse. Je progresse et j'ai accès à de nouvelles technologies qui sont en plus moins polluantes, etc. C'est pareil, voilà, aux États-Unis. Donc vraiment, il y a, je réinsiste là-dessus, une volonté commune de dire je fais la transition et je vais avoir des géants industriels européens, donc pour le coup européens que l'on n'a pas, qui vont en profiter, qui vont générer de l'investissement et qui permettront à ma population d'avoir accès à ces technologies-là. Vraiment, nos concurrents sont là-dessus. Nous, beaucoup moins. Voilà, on ne protège pas notre marché, on n'a pas de géants européens, on n'a pas de très grandes entreprises comme aux États-Unis et comme en Chine. Et vous l'avez très dit bien, comme on n'a pas cette capacité de marché, on n'a pas ces gros, on n'a pas la rentabilité. Et aujourd'hui, pourquoi une partie de l'épargne européenne finance Apple et Google plutôt que de financer Airbus, par exemple, à l'hydrogène ? Parce que justement, on n'a pas cet investissement, alors qu'on a l'épargne. Donc, à mon sens, c'est fondamental. On ne peut pas déconnecter la localisation de la production industrielle avec la transition écologique. Il faut vraiment que les entreprises industrielles deviennent leaders sur certains secteurs, qu'elles aient les capacités d'investir et de fait de proposer des voitures ou des produits à des coûts qui ne sont pas importants. Pourquoi les ZFE, etc., ça n'a pas marché ? C'est juste un problème de coût. C'est que beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'avoir accès à une voiture électrique. Là, vous l'avez dit, vous avez un leasing, tout d'un coup, vous avez accès. Voilà, les ventes de voitures électriques explosent. Donc, les gens ne sont pas forcément contre le fait de pas ou pas, enfin, d'avoir ou pas une voiture électrique. C'est souvent un problème de coût et en effet de pouvoir d'achat. Donc, quand vous leur donnez les moyens, beaucoup sont tout à fait prêts à passer. Mais je pense que si on le présente en sacrifice, surtout politiquement, ça ne marchera pas. Mais bon, peut-être que je suis négative. Christian, vous voulez rebondir ou reparler ? Non, mais il faut regarder les coûts. Et les coûts sont positifs et très positifs, en fait. Regardez chapitre 1, enfin, je veux dire à nouveau, le e-kérosène par rapport à kérosène, c'est 5 à 10 fois le prix du baril de pétrole aujourd'hui. On est d'accord, mais il faut qu'il soit européen. Peut-être pas d'autres pays, c'est ça le sujet. On est d'accord avec ça, le coût il est positif. Mais est-ce que la production est européenne ? Oui, mais par exemple, je prends la voiture électrique. Si on se prive des voitures électriques chinoises et qu'on fabrique des voitures électriques européennes qui sont plus chères, beaucoup plus chères qu'en Europe. Pour l'instant, s'il n'y a pas d'investissement, elles le sont toujours. On déplace l'objectif de transition vers un objectif de l'emploi. Est-ce que c'est une bonne chose de demander aux autres voilà, il faut choisir entre... Non, il ne faut pas choisir, on peut faire l'un ou l'autre, ça je pense que c'est faux. On peut dire et on peut se dire qu'on peut redevenir leader sur l'électrique en protégeant notre marché, en faisant des transferts technologiques. La Chine, c'est exactement ce qu'ils ont fait il y a 20 ans avec l'industrie européenne. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire ? Et aujourd'hui, de dire bon, c'est fini, on va sacrifier les 14 millions d'emplois et c'est BYD qui gagne, c'est faux. Derrière la voiture électrique, vous avez toutes les données aussi des Européens. Vous n'avez pas que la voiture électrique. Donc ça, il ne faut pas perdre cette guerre technologique. Elle est en plus très importante pour des questions géostratégiques. Donc non, je pense que cette transition, ça ne doit pas être BYD qui doit la gagner, ça doit être les groupes européens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas en Europe une intelligence d'ARPA comme on a aux États-Unis, avec une institution qui est capable de mettre le paquet pendant des investissements d'avenir, comme les Américains l'ont fait. Je suis d'accord, mais ce n'est pas le protectionnisme de DARPA, d'accord ? Non, c'est pas des investissements ciblés mais il faut stratégiques. faire en plus du protectionnisme. Je ne crois pas. Alors, ce qu'ont fait les Chinois. Ce qu'ont fait les Chinois pendant 20 ans. Et aujourd'hui, on en est là. On redédiera une nouvelle rencontre peut-être sur ce sujet. Non, mais très, très important. On en avait un petit peu parlé déjà avec Philippe Aguillon aux dernières rencontres. Bon, alors on a vu beaucoup de raisons alternatives qui sont un petit peu à la peine. Peut-être que la souveraineté ou la réorganisation des chaînes de valeur vont nous aider, mais à plus long terme. Yann, on baisse les bras. C'est la dernière rencontre du climat ou... Non, on ne va pas baisser les bras.
Parce qu'effectivement, s'il y a débat, et c'est très intéressant d'avoir ce débat, sur les mécanismes économiques, etc., on est quand même collectivement face à un constat qu'on n'avance pas au bon rythme. Le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère est là pour au moins 100 ans. Donc le problème est déjà là, et il est là pour durer et ne va pas s'améliorer. On émet environ 42 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc on voit bien que les objectifs climatiques, 1,5 degré, c'est déjà derrière nous, 2 degrés probablement, c'est aussi un vieux pieu aujourd'hui. Et une fois qu'on est sorti des débats économiques, on est tous confrontés à une réalité physique. Le problème climatique, c'est un problème de réchauffement. Et effectivement, Christian le souligne bien, on ne sait pas bien chiffrer quelles vont être les conséquences financières du réchauffement climatique à l'échelle planétaire, parce qu'on le voit bien, c'est extrêmement compliqué. Il va faire plus chaud, plus d'événements extrêmes, mais aussi des migrations de population. Enfin voilà, ça va très très loin. Il y a des accords sur le sujet. En revanche, à l'échelle de nos entreprises, là, pour le coup, on sait bien mieux aborder les conséquences que ça peut avoir. Nous, concrètement, on fait rouler des trains. Il y a 2 types de trains. Il y a des trains qui ont leur chaîne de traction, en gros, toute leur électronique qui est sur le toit ou en dessous. Bon, il se trouve que ceux qu'on opère, nous, ont plutôt toute leur électronique en dessous des trains. Bon, quand vous arrivez sur des quais qui sont restés au soleil en période de canicule pendant des heures, si ces quais aujourd'hui sont plutôt de couleur foncée, vous avez des températures extrêmes, et quand vous arrêtez en gare, en station, quel que soit l'endroit, vous atteignez 60, 70, 80 degrés, et ça, l'électronique n'a pas été fait pour. Et donc, concrètement, nous, on a un vrai sujet, et qui est là, et celui-là est plus ou moins certain, d'adaptation à ces périodes de réchauffement qui vont être de plus en plus fréquents, on le sait. Et donc, il y a des actions concrètes à mettre en place pour limiter l'albédo, pour faire beaucoup de choses. On a, au-delà du risque de réchauffement lui-même, il y a le risque de transition. Notre métier aussi, c'est de transporter des voitures. Transporter une voiture thermique et transporter une voiture électrique, c'est pas le même métier. Donc, il faut aussi qu'on s'adapte. Et donc, on revient d'ailleurs aux questions. Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Non, puisque ça, à nouveau, c'est du certain. Et puis, alors même si c'est évidemment le sujet le plus facile dont on débat peu, n'oublions pas qu'il y a aussi, malgré tout, quelques actions qui sont à la fois bonnes pour le porte-monnaie ou pour le PNL et qui sont bonnes pour le climat, et que celles-là, il ne faut surtout pas les rater. Quand on fait de la sobriété, on arrive à certains endroits à faire aussi bien qu'avant avec moins d'énergie. Ça, il faut qu'on continue à le faire. Et tout ce qui est donc efficacité, on y travaille. Donc, on continuera le débat, puisqu'on voit bien, on n'est pas au bout des discussions. On l'a vu ce matin, mais pour les entreprises, au-delà de ce débat important, il y a la réalité physique de tous les jours, d'un climat qui change, d'événements extrêmes qui nous obligent, quoi qu'il arrive, à nous adapter. C'est indispensable. Alors, le temps que l'auditoire prépare peut-être 2-3 questions, une note d'optimisme pour clore cette session, peut-être chacun d'entre vous qui veut commencer. Est-ce que vous êtes venu avec des optimismes? Ah oui, par exemple, je trouve que je pensais que le CBAM allait être mort-né. En fait, on a bien abandonné les engrais au mois de décembre, quelques semaines avant sa mise en place. Mais voilà, je suis très surpris et heureusement surpris de voir que le CBAM a démarré, qu'il ne fait pas l'objet d'une position radicale en dehors de l'Europe et que ça a un effet d'entraînement. Beaucoup de pays partenaires commerciaux de l'Europe sont en train de réfléchir à comment éviter le CBAM. Et la meilleure façon d'éviter le CBAM, c'est d'installer une tarification du carbone dans leur propre territoire. Et c'est en train de marcher. D'accord. Merci Anne-Sophie. On l'a vu 2025, l'explosion de la vente des véhicules électriques. Donc là, encore une fois, on voit que les gens, je pense la majorité des consommateurs, savent qu'il y a la transition et savent que c'est devant nous. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'acté. On le voit, même à Davos, etc. Cette question du climat est absolument essentielle. Je pense que dans la prochaine campagne présidentielle aussi. Donc ça, c'est quand même un acquis. Ce n'était pas le cas encore il y a quelques années. Après, encore une fois, c'est très bien. On voit qu'il y a cette volonté d'acheter des voitures électriques, de faire la transition. La question, c'est qui produit. Voilà. Et à mon sens, c'est vraiment ça aujourd'hui le challenge qu'on doit surtout penser en Europe. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, produire des voitures électriques, des panneaux solaires, etc., ça c'est le bien industriel. Ce qui est important derrière, c'est qu'il y a les données des utilisateurs. Et aujourd'hui, si on veut rester dans la course, dans un monde qui est quand même très menacé, c'est absolument essentiel d'être propriétaire de ces données. Donc quand on achète une BYD, certes, on achète une voiture décarbonée, mais on donne également toutes ces données à la Chine. Merci Yann.
Moi, l'optimisme vient de toute l'équipe qui est dans la salle ce matin. On est des héros climatiques, mais on n'est pas les seuls. On se sent au chaud tous ensemble ici. Chaque fois, on est obligé de refuser du monde. Anne-Sophie, qui fait un travail formidable avec l'équipe, comme pour organiser tout ça, refuse du monde. C'est pour ça qu'on a 2 caméras au fond. On a des gens qui malheureusement, on leur a demandé de rester à distance pour être sûr que vous soyez tous assis. Et je crois que c'est ça, in fine. C'est un sujet, si on est tous convaincus qu'il faut avancer, cette volonté finira par nous faire progresser. Alors peut-être pas aussi vite, certainement pas aussi vite que ce qu'il faudrait, mais c'est quand même le signe positif d'une mobilisation qui reste, en tout cas au niveau des entreprises, forte ou même très forte à certains égards. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à vous présenter avant de la poser. Oui, madame, est-ce qu'il y a oui, le micro vous arrive. Oui, bonjour, Claude France. Moi, je suis administratrice chez Ubisoft. Donc là, c'est pas sur le sujet du tout des jeux vidéo, parce qu'on a le challenge de l'intelligence artificielle, mais on n'est pas très polluant. En revanche, par rapport à ce que vous évoquiez, madame, on a quand même réussi à faire une politique agricole commune après-guerre qui nous a permis d'être souverains et qui a fait quand même beaucoup de choses pour aider les agriculteurs à s'industrialiser, même s'ils ne sont pas toujours contents en ce moment. Et d'autre part, on a réussi aussi à avoir un impact sur l'environnement grâce à ces politiques agricoles communes, qui sont quand même assez, on ne le sait pas, mais qui sont assez fortes sur le bio, sur la protection des environnements en Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une politique industrielle commune et avoir vraiment un programme, puisque les grands arrivent à planifier et l'Europe a quand même un peu de mal à planifier. Donc, est-ce que c'est envisageable? Alors, moi, je pense que oui. Sinon, on ne continuerait pas. Donc, oui, je pense qu'on peut avoir une politique industrielle commune comme la politique commerciale. Le grand problème, ce n'est pas la Chine, les États-Unis, ce sont les Européens, entre eux. Voilà. Et donc, quand on continuera à se faire la guerre, que les Espagnols continueront à acheter des avions à la Turquie, que les Allemands continueront d'acheter les avions américains, voilà, qu'on continuera dans cette lancée, voilà, il n'y aura pas de politique industrielle commune. On a regardé, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus, on aurait pu faire l'Europe de l'énergie. Vous regardez l'Union européenne, les 27 pays, on a tout pour être efficient énergétique, vous avez sûrement travaillé là-dessus, à des coûts soutenables si on fait un petit peu de protectionnisme. On peut le faire, on a le nucléaire, on a les pays nordiques avec l'éolienne, on a du solaire. Si on avait fait une Europe de l'énergie il y a 20-30 ans, au lieu d'être totalement dépendant du gaz et du pétrole russe, on aurait aujourd'hui, alors je ne dis pas que ce serait parfait, etc., pas du tout. Mais en tout cas, si on l'avait fait, on aurait une souveraineté et deux, des mécanismes plus importants pour gérer nos prix et pour en plus être une zone de compétitivité d'une énergie décarbonée. Voilà, on pourrait être leader mondial de ça. C'est-à-dire, venez en Europe, vous avez une énergie décarbonée pas chère, attractive. On a absolument tout en Europe pour le faire. Comme on n'a pas la volonté politique, on ne l'a pas fait. L'Europe de la défense, ça fait 30 ans qu'il y a une proposition à la Commission pour le faire. On a les forces en présence, on a des industries, Royaume-Uni, France, c'est les 2 pays qui sont leaders dedans. On a l'intelligence avec les systèmes de données. Il n'y a jamais eu de volonté politique de le faire. Jamais. Donc voilà, ce sont des choix politiques qui ont été faits. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique d'avoir une politique industrielle commune. On préfère se faire la guerre entre la France et l'Allemagne en disant « Ah bah oui, mais bon, si on s'allie, tu vas nous dominer militairement. Moi, je vais te dominer avec mes finances publiques. » Donc voilà, on continue de nous faire la guerre. Voilà. On préfère rester chinois ensemble. C'est catastrophique, à mon sens. Je pense qu'il faut beaucoup mieux s'allier avec les Espagnols, les Autrichiens, les Italiens qu'avec les Chinois et les Américains en ce moment. Mais c'est mon opinion. En tout cas, aujourd'hui, c'est possible économiquement, mais il n'y a pas la volonté politique. Oui, je suis d'accord avec la partie stratégie industrielle, mais ce n'est pas directement lié au protectionnisme. On peut avoir une stratégie industrielle sans mettre des barrières aux frontières qui n'ont jamais, en particulier dans le contexte géopolitique actuel, n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour mettre de l'huile sur le feu, quoi. Si on est toujours en train de bêcher les Chines, là on a encore 200% de droits de douane sur les spiritueux, je ne pense pas que c'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est uniquement le rapport de force. Donc si on lui dit « je te taxe autant sur tes plateformes numériques », je pense que ça, il comprend beaucoup plus que de dire « oui, je vais signer dans ton golf ». Merci. Une autre question? Le micro arrive jusqu'à Vincent. Bonjour, merci de l'invitation. Je voulais saluer Yann Le Riche. On parle des héros climatiques. Ça fait 5 ans qu'il ne lâche pas.
Voilà, on s'est connus à travers la commission PIC, Prix interne du carbone à l'Institut Montaigne. Yann n'a pas lâché le sujet. Il ne faut pas lâcher le sujet. Voilà. Et puis, dans les bonnes nouvelles, Vincent, il faut donner des solutions positives, optimistes. Il faut vraiment qu'on change de focale. Ce que fait Getlink avec la marge décarbonée, ça fonctionne. Si on construit un portefeuille financier à partir de sociétés qui ont des marges décarbonées positives, elles sont rentables. Elles progressent en bourse. Et à tel point que nous, on lance un fonds, c'est mes 15 secondes de gloire, Yann, on lance un fonds à partir de sociétés qui ont des marges décarbonées positives. Alors nous, on appelle ça le score carbone chez Axilia, mais ça marche. On a même trouvé une société de gestion qui va le gérer, ce fonds. Voilà. Donc il faut proposer des solutions, et il y a des solutions, Anne-Sophie, en Europe qui marchent. Heureusement. Voilà. Heureusement. Et il y a plein de sujets qu'il faut aller réinventer. Il y a un sujet de trésorerie, par exemple. Il y a une ONG qui a dit qu'il y avait 1000 milliards de trésorerie dans le CAC 40. On peut peut-être faire quelque chose avec ça. Mais il faut changer les critères. Parce que les comités d'audit raisonnent en AAA et en garantie de capital. Ce n'est pas des sujets de chinois, ça. Voilà. Mais si on change les focales, on va trouver les solutions et on va faire des choses performantes. J'en profite pour dire un mot, effectivement. Bon, merci Vincent. Toi non plus, tu ne lâches rien. On a parlé tout à l'heure de l'impact de toutes ces questions climatiques sur les entreprises. Et effectivement, on a créé la marge décarbonée parce que on passe notre temps à parler du climat d'un côté, du profit de l'autre. Hein, on est des entreprises, on doit gagner de l'argent, c'est la condition à notre survie. Mais on remarque que finalement, en dehors de mécanismes de tarification, on ne fait jamais le lien entre les deux. Et on sait qu'il y a des mécanismes qui se mettent en œuvre et les anticiper. C'est l'objectif de la marge décarbonée, c'est de calculer avec un coût du carbone. Alors que nous, on prend un plus de 200 € et que toi, dans tes calculs, tu prends un 100 €. On pourrait discuter de tout ça, mais 150 maintenant. Voilà, on anticipe, voilà, et qu'on rajoute comme facture virtuelle à nos entreprises pour voir. Hein, et ça fait partie des scénarios, évidemment, que j'évoquais tout à l'heure dans une bonne gestion des risques. Ce que deviendrait notre compte de résultat si on intégrait cette facture qui pourrait venir. Et effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Le nôtre, alors on a de la chance, hein, on baisse notre EBITDA seulement, ou notre excédent brut d'exploitation seulement de 3%. Mais quand Vincent faisait les calculs à 100 €, même à 100 €, tu me corrigeras, je crois que sur le SBF 120, il n'y a pas 40 entreprises qui restent profitables avec un coût du carbone à 100 €. Et donc on voit bien que ces bouleversements, s'ils se mettent en œuvre, on n'est pas dans une logique d'optimisation pour les entreprises. Il y en a 2/3 pour lesquels c'est existentiel. Et donc la stratégie doit forcément prendre en compte ces éléments qui sont déterminants, puisque possiblement 2/3 de nos entreprises du SBF 120 ne sont pas viables avec un coût social du carbone à 100 €. Oui, c'est une musique douce à mes oreilles. Effectivement, moi, un de mes problèmes avec les finances vertes, c'est l'absence de rationalité dans les calculs et de transparence, quoi. Avoir un CAC 40 2 degrés Celsius, par exemple, qui consistera à faire exactement le calcul que vous avez en tête, qui serait, calculons les 40 plus grandes capitalisations boursières de la place de Paris, mais capitalisation boursière corrigée par la valeur présente ou par la valeur présente des flux d'émissions de CO2 du stock de capital de ces différentes entreprises. Ça sera un CAC 40 de degrés Celsius. Ah ben, génial. En France et en Belgique aussi. Hein, en France et en Belgique, ça vous parle. Vous avez un CAC 40 de degrés? Il n'est pas de degrés, il n'y a plus de micro, il n'est pas de degrés, il est score carbone positif, hein, puisqu'on ne calcule pas en degrés, on ramène ça effectivement oui, d'accord, à mais si l'EBITDA. vous utilisez un prix du carbone de 150 €, ça doit correspondre à 2,5 degrés. Oui, tout à fait, on est même un peu en dessous. D'accord, ouais. 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 Ouais, c'est intéressant. Mais voilà, donc effectivement, on a eu une commande en Belgique, hein, sur le Belvin, c'est l'indice belge. Il y a des gens qui nous ont demandé de faire un Beatruth. Donc on a fait ça le 1er décembre, on a annoncé ça en Belgique. Et voilà, ça marche. Donc, ça fait 20 ans que je suggère cette solution. Je suis bien content sûr, qu'elle soit en route. Oui, mais ça fait peur, hein. C'est ça le point quand même, c'est que... Oui, c'est ça. Vincent, je n'ai pas en tête le dernier classement, c'est que sur les 120 boîtes du SBF 120, il n'y en a pas 40 qui restent profitables. On en trouve 40, mais oui, tout à fait. C'est sélectif, hein. Mais il faut voir d'où on vient. Aujourd'hui, on fait de la notation ESG avec des questionnaires de 70 pages qui sont envoyés aux directions RSE, où tout est mélangé, tout est noyé, les grosses externalités ont des bonnes notes, enfin, on n'y voit pas clair, il y a 200 critères, et il faut effectivement centrer, comme dit Christian, sur l'externalité majeure. C'est le changement climatique, ça va tout bouleverser. Les autres, on ne pourra rien faire si, quand on aura tout sous l'eau, hein.
Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de clore cette session et de remercier nos panélistes intervenants. Merci beaucoup. Pardon, non ? Oui, j'ai entendu quelque chose. Merci Anne-Sophie, merci Christian. On prendra les différentes suggestions pour la prochaine rencontre du climat. Merci à tous et bonne journée. Bonne année 2026.